Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule qui concerne l'équilibre chimique. Donc, on est actuellement dans le chapitre 4. Le chapitre 3, on va y revenir plus tard, donc on ne l'oubliera pas. Donc, le chapitre 4 qui est une introduction à ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois. Normalement, ça devrait être des choses que vous avez probablement déjà vues ou au moins abordées en chimie secondaire 5. Donc, tout ce qui a trait à l'équilibre chimique, constante d'équilibre, principe de Le Chatelier. Il y a peut-être une petite nouveauté là, qui est le quotient réactionnel qu'on va voir dans une prochaine capsule. Là, mais à la base, là, ce qu'on va voir aujourd'hui, là, vous devriez déjà l'avoir fait au moins en partie. Donc, c'est important de bien comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui parce que ça va nous suivre pour, comme j'ai mentionné, les prochaines semaines. Donc, on va mettre vraiment les bases pour ce qui s'en vient. Concernant le chapitre 5 qui concerne les acides, les bases, les pH, les sels, et le chapitre 6 qui concerne les solutions tampons et les titrages volumétriques. Donc, je commence ma présentation. Donc, n'hésitez pas à me contacter si jamais il y a des concepts avec lesquels vous êtes moins à l'aise, que vous avez passé rapidement au secondaire, là, on pourra y revenir. Donc, le chapitre 4 qui s'intitule Équilibre chimique. On va voir qu'il existe deux grandes catégories de réactions. La première catégorie, je vais passer rapidement. On va y revenir surtout en chimie générale. Je vais quand même vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Mais c'est surtout important de comprendre la deuxième catégorie qui est l'équilibre. Donc, deux grandes catégories de réactions. Les réactions qu'on appelle complètes. Donc, les réactifs vont se transformer complètement en produits. Et ce n'est pas des réactions qui sont réversibles. Donc, c'est des réactions qui sont vraiment dans un seul sens, des réactifs vers des produits. Et vous avez des réactions qu'on appelle des réactions d'équilibre, donc qui sont réversibles. Donc, on peut prendre les réactifs, les produits, puis les inverser pour aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, je vais faire une brève introduction aux réactions complètes. Donc, ce n'est pas le propos de ce cours-ci. Donc, c'est vraiment des réactions d'équilibre qui sont importantes, mais je trouvais ça quand même important de vous montrer les deux types de réactions. Donc, réaction complète, comme j'ai mentionné, c'est des réactions pour lesquelles l'ensemble des réactifs se transforme en produits. Et ce n'est pas des réactions qui sont réversibles, donc vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, ça va toujours dans le même sens, donc toujours des réactifs vers les produits, donc de la gauche vers la droite. Et l'ensemble des réactifs vont s'épuiser. Donc, il y a au moins un des réactifs qui va s'épuiser pour se transformer en produit. Donc, imaginez un peu comme c'était une recette, là. Donc, vous avez des ingrédients pour faire un gâteau, peu importe, et vos ingrédients se transforment pour faire le gâteau. Quand vous n'avez plus d'ingrédients, ben, il n'y a plus de gâteau qui se fait. Un peu boiteux comme illustration, là, vous allez comprendre avec mon exemple. Caractéristiques d'une réaction complète, donc on va avoir une seule flèche, donc toujours des réactifs vers les produits. Et on va travailler avec des tableaux qu'on appelle initiale réaction fin, donc IRF. Vous avez peut-être employé d'autres termes là, au secondaire du genre initiale, variation fin, ou peu importe. Là. Donc l'important, c'est qu'il va y avoir une fin. Donc, il y a une réaction, vous avez des quantités initiales, il va se passer quelque chose durant la réaction et il va y avoir une fin. Dans ce cas-ci, ça va arrêter lorsque un des réactifs va être épuisé au complet. Donc, l'exemple que je vais faire, c'est un exemple qu'on va utiliser surtout en chimie générale, mais je pense que vous êtes en mesure quand même de comprendre l'idée. Donc, c'est important de ne pas parler de cet exemple-là à personne. C'est une recette secrète, familiale. Donc, supposons que votre recette, c'est une livre de steak haché, plus 2 patates, plus 3 cannes de blé d'Inde qui vous donne un pâté chinois. Donc, encore une fois, là, il y a des droits d'auteur. Vous n'avez pas le droit de mentionner cette recette-là ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'à la base, vous devez mélanger ces ingrédients-là pour obtenir un pâté chinois. Vous pouvez mélanger plus d'ingrédients que ce qui est mentionné là. À ce moment-là, vous pourriez obtenir plus de pâté chinois, mais vous avez votre recette pour obtenir votre pâté chinois. Donc, supposons que dans votre garde-manger, ce que vous avez, c'est 5 livres de steak haché, 8 patates, 21 cannes, et on veut savoir combien de pâtés chinois on va former. Donc, à la base, vous n'avez pas de pâté chinois dans votre armoire là, ou dans votre frigidaire. Donc, vous partez de votre recette de base. Ce que vous avez comme ingrédient, c'est ça ici de disponible. Comment vous allez déterminer le nombre de pâtés chinois que vous allez former?
Donc, une des façons de faire, c'est de regarder ingrédient par ingrédient combien de pâtés chinois vous formeriez. Donc, si par exemple, j'ai 5 livres, j'oublie les deux autres, si j'ai 5 livres de steak haché, je formerais combien de pâtés chinois? Si je regarde seulement avec les patates, donc avec 8 patates, je formerais combien de pâtés chinois? Et avec le blé d'Inde, donc si je regarde seulement avec le blé d'Inde, avec 21 cannes, combien de pâtés chinois je formerais? Et celui qui va me donner le moins de pâtés chinois, mais ça va être ce qu'on appelle le réactif limitant de ma réaction. Donc, c'est lui qui va s'épuiser en premier. Donc, si je fais l'exercice, donc si je prends seulement que le steak haché pour commencer, donc j'ai mis des codes de couleur pour que ce soit plus visuel. Donc, si je regarde seulement que le steak haché, une livre de steak haché me donne un pâté chinois, 5 livres de steak haché, produit croisé, devrait me donner 5 pâtés chinois. Donc, durant la réaction, les réactifs diminuent, les produits augmentent. Donc, je perdrais normalement 5 livres et je gagnerais 5 pâtés. On fait le même exercice avec les patates seulement. Donc, 2 patates me donneraient un pâté chinois. 8 patates me donneraient 4 pâtés chinois. Ça va, donc, encore une fois, les réactifs diminuent, les produits augmentent. Et on fait le même exercice avec le blé d'Inde. 3 cannes de blé d'Inde me donnent un pâté chinois. 21 cannes de blé d'Inde me donneraient, oups, me donnerait 7 pâtés chinois. Donc, on voit que ce qui va limiter ma réaction dans ce cas-ci, c'est les patates, parce que c'est eux autres qui vont me donner le moins de pâtés chinois. Donc, lui, on va dire que c'est mon réactif qui est limitant. Les deux autres vont être en excès. Donc, c'est mon limitant qui va me dire combien de choses, combien de réactifs vont réagir durant la réaction. Donc, je garde à l'idée là, que mes patates, j'ai mis une petite étoile pour mon nombre de pâtés, petite étoile pour mon nombre de patates. Donc, c'est lui qui va diriger ma réaction. Donc, comme on sait que les patates, c'est mon limitant, ben, eux autres vont disparaître au complet. Donc, mes 8 patates vont disparaître et je vais former 4 pâtés chinois. Et important, donc c'est vrai pour les réactions complètes, mais c'est vrai pour les réactions d'équilibre. La ligne qui est ici, la ligne R, doit toujours suivre les mêmes proportions que la ligne du haut. Ça va, donc ma réaction. Donc, si j'ai 2 patates, normalement, ça devrait être une livre. Ça devrait être 3 cannes de blé d'Inde. Donc, mes 2 patates, donc je divise mon nombre de patates par 2 pour avoir mon nombre de steak haché. Et je fais x3 divisé par 2 pour avoir mon nombre de cannes de blé d'Inde. Ce qui me donne ici mon tableau initial réaction fin. Donc, pour le compléter, là, 8 patates, j'ai fait 8 fois 1 divisé par 2. Ça veut dire qu'il y a 4 livres de steak haché qui ont réagi. 8 patates fois 3 divisé par 2. Ça veut dire qu'il y a 12 cannes de blé d'Inde qui ont réagi. Et après ça, on fait une soustraction. J'en avais 5, il y en a 4 qui ont réagi, il m'en reste 1. J'en avais 21 au départ, il y en a 12 qui ont réagi, il m'en reste 9. Donc, c'est important, là, vous voyez la ligne R qui est ici, doit suivre les proportions de ma réaction qui est en haut ici. Donc, 1 pour 2 pour 3, ce qui me donne 4 pour 8 pour 12, en tenant compte du réactif qui est mon limitant. Donc, ça, c'est le genre de calcul que vous allez faire en chimie générale la prochaine session. Cette session-ci, ça s'applique un peu moins, mais vous voyez que c'est quand même pas si complexe que ça là, comme idée. L'idée en arrière de ça, c'est de comprendre que s'il y a une flèche, il y a au moins un des réactifs qui va s'épuiser au complet. Ça se peut qu'il y en ait qui restent, là, c'est parce qu'ils sont en excès, mais au moins un qui tombe à zéro ici. Donc, lui, on appelle ça le réactif limitant. Les deux autres, c'est des réactifs en excès. Lorsqu'on fait des titrages, souvent, il y en a 2 qui sont limitants là, parce que les 2 réagissent jusqu'à temps qu'ils s'épuisent. Je vous donne un autre exemple là, plus chimique, plus réaliste dans notre cas. Donc, H plus Cl- donne HCl. Donc, si initialement, vous avez 2 moles par litre, 3 moles par litre, puis 0, comme c'est des réactions 1 pour 1 partout, dans ce cas-ci, c'est le 2 moles par litre qui va réagir au complet. Donc, on fait moins 2.2. Là, la réaction suit la stoichio qui est en haut, 1 pour 1 pour 1, donc 2 pour 2 pour 2. Et on se retrouve avec 0 H+, 1 mol de Cl et 2 moles de HCl. Okay, donc, c'est la même idée que le pâté chinois, là, mais appliqué à une réaction qu'on utilise un peu plus en chimie.
Réaction, oups, c'est pas réaction complète que j'aurais dû mettre là, c'est réaction d'équilibre. Donc, je vais changer ici. Ah, ben, je ne changerai pas. Donc, ici, réaction d'équilibre plutôt que complète, là. Réaction d'équilibre, c'est des réactions pour lesquelles une partie seulement des réactifs vont se transformer en produits. Donc, ça veut dire que les réactifs ne s'épuiseront pas au complet. Il va toujours en rester une partie. Même chose pour les produits, il va y en avoir une partie de formée. Comment est-ce qu'on va caractériser ces réactions d'équilibre-là? Donc, encore une fois, là, faites attention, ce n'est pas complète, là, c'est équilibre. Donc, il va y avoir une double flèche pour dire que la réaction va dans les deux sens. Et plutôt que d'avoir un tableau initial réaction fin, on va avoir initial réaction équilibre, donc IRE. Vous avez peut-être vu au secondaire IVE là, ou quelque chose de similaire. Vous avez les deux réactions suivantes, donc N2 plus 3H2 donne 2NH3, mais elle peut aller dans l'autre sens. 2NH3 donne N2 plus 3H2. Donc, vous voyez que l'équilibrage se fait de la même façon qu'on a déjà vu. Comme c'est des réactions qui sont réversibles, ils peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. À ce moment-là, on va mettre une double flèche entre les deux, donc entre les réactifs et les produits, comme c'est ici. Donc, un exemple, vous avez la réaction qu'on vient de vous montrer, N2 plus 3H2 donne 2NH3 avec une double flèche pour dire que ça peut aller dans les deux sens. Si initialement j'ai 2 moles par litre, 3 moles par litre de réactif et aucun produit au départ, ma réaction doit suivre les proportions qui sont ici, donc 1 pour 3 pour 2. Mais dans ce cas-ci, on ne sait pas, il n'y en a aucun qui va s'épuiser au complet parce qu'il va y avoir un équilibre qui va se créer. Donc, les réactifs ne disparaîtront pas au complet. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, on va travailler avec des variables et les variables doivent suivre les proportions de votre recette, donc de votre réaction. Donc, moins X pour les réactifs, moins 3X pour l'autre réactif et plus 2X pour le produit. Donc, dans ce cas-ci, les réactifs diminuent, les produits augmentent et on suit les proportions des coefficients stoichiométriques qui sont indiqués dans votre équation. Donc, 1 pour 3 pour 2. De sorte qu'à l'équilibre, il n'y en a aucun qui va tomber à 0. On va se retrouver avec 2 moins x, 3 moins 3x et 0 plus 2x, ce qui nous donne 2x. Donc, ça, c'est le genre de tableau qu'on va faire lorsqu'on a des réactions d'équilibre. Plutôt que de travailler avec des chiffres, on va travailler avec des variables parce qu'on ne connaît pas les quantités à l'équilibre et on ne connaît pas les quantités qui vont réagir durant la réaction. Section concerne la constante d'équilibre que vous avez aussi probablement vu au secondaire. Donc, lorsque vous avez des réactions d'équilibre, on va les caractériser par une constante. Donc, plus la constante est grande, plus l'équilibre va se déplacer vers la droite, plus la constante est petite, plus l'équilibre va aller vers les réactifs. On va le voir tantôt. Donc, vous avez une réaction fictive quelconque, là, JA plus LB donne MC plus ND. Oups, j'ai oublié l'état physique ici. Là. Donc, c'est une réaction fictive là, qui n'existe pas pour vrai. Les petites lettres J, L, M et N, c'est ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques, donc les chiffres qu'on met en avant des composés. A, B, C et D, dans ce cas-ci, c'est les composés chimiques, donc H2, NO2, HCl, etc. Là. Donc, les petites lettres en rouge, c'est les chiffres. Les lettres en bleu, c'est les composés. Et la constante d'équilibre, c'est toujours les produits divisés par les réactifs. Et on met les exposants selon les coefficients stoichiométriques. Donc, si ce serait le composé C avec son coefficient M, le composé D avec son coefficient N, divisé par les réactifs, composé A exposant J, composé B exposant L. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la constante d'équilibre KC. Dans votre livre aussi, on fait juste marquer K là, par défaut, c'est la même chose. C'est des constantes en termes de concentration. Il existe des constantes en termes de pression, mais ce n'est pas au programme là, cette session-ci. Donc, on va se concentrer sur les constantes en termes de concentration. Donc, toujours produit sur réactif en ayant les petits coefficients comme exposants pour chacun. Donc, exemple, N2 plus 3H2 donne 2NH3. Donc, c'est toujours produit sur réactif avec les coefficients. Donc, la constante d'équilibre, ça serait NH3 à la 2 sur N2 à la 1. Donc, on ne le voit pas le coefficient, multiplié par H2 à la 3.
Donc ça, ce serait l'expression de la constante d'équilibre pour cette réaction-là. Est-ce que la constante a des unités? Souvent au secondaire, vous disent que non. En réalité, la réponse c'est oui, mais comme les unités changent d'une fois à l'autre, bien souvent, on ne les met pas. Par contre, il ne faut pas être surpris si moi je les mets. Vous n'avez pas à tenir compte. Dans votre livre, des fois ils les mettent, des fois ils ne les mettent pas. Dans les exercices aussi, sont là. Des fois ils sont là, des fois ils ne sont pas là. Donc, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, comme c'était NH3 à la 2 sur N2 à la 1 fois H2 à la 3, bien, en haut, c'est des... Okay, j'ai oublié de mentionner, là, on travaille toujours en mol par litre. Donc, c'est toujours des concentrations que dans la constante. Donc, si c'est des concentrations molaires volumiques, on a des moles par litre à la 2 divisé par des moles par litre multiplié par des moles par litre à la 3. Donc, c'est ce qu'on a ici. Ce qui nous donne mol par litre à la 2 sur mol par litre à la 4, si vous vous rappelez de la loi des exposants. Donc, autrement dit, des moles par litre à la moins 2. Ça ne sera pas toujours des moles par litre à la moins 2, ça va toujours dépendre de votre réaction. Vous n'avez pas à mettre les unités. Moi, j'ai le droit de les mettre dans un examen, dans un exercice. Il ne faut pas être surpris de l'avoir, mais vous n'êtes pas obligé dans votre cas de la mettre. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on inverse une réaction? Donc, si je prends la réaction qu'on vient d'utiliser, puis je la change de côté. Donc, plutôt d'avoir N2 plus 3H2 donne 2NH3, j'ai 2NH3 donne N2 plus 3H2. Donc, ma constante, que je vais appeler constante prime, pour dire qu'elle est différente. Donc, c'est toujours produit sur réactif. Donc, N2 à la 1 fois H2 à la 3 sur NH3 à la 2. Si on regarde maintenant la comparaison entre la réaction que j'avais au départ et la réaction que j'ai inversée, bien, on voit que ce qui était au numérateur est rendu au dénominateur. Ce qui était au dénominateur est rendu au numérateur. Donc, j'ai comme fait une inversion. Donc, j'ai inversé mon numérateur et mon dénominateur, de sorte que la nouvelle constante, c'est 1 sur l'ancienne constante. Donc, le fait d'inverser vos réactifs et vos produits, mais ça fait 1 sur la constante pour trouver votre nouvelle constante. Ça va pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on prend la même équation, mais on la multiplie par un chiffre? Donc, on multiplie partout par 2, partout par 3, peu importe le chiffre. Donc, on va faire un exemple. J'ai multiplié partout par 3. Donc, j'ai fait 3N2, 3 fois 3, donc 9. 3 fois 2 donne 6. Donc, c'est la même réaction, mais j'ai fait fois 3 partout. Ma nouvelle constante que je vais appeler K', c'est qu'elle est différente des deux autres avant. Donc, c'est produit sur réactif. Donc, NH3 à la 6 fois N2 à la 3 multiplié par H2 à la 9. Donc, c'est quoi le lien avec la première équation? Donc, ça, c'est ce que j'avais au départ. J'ai fait x3. Donc, qu'est-ce qu'on observe entre les deux constantes? On voit que la constante qui est ici est exposée en 3. Donc, 2 à la 3 donne 6. 1 à la 3 donne 3. Bien, tout ça à la 3, là. Même chose ici. Donc, on voit que lorsqu'on multiplie par un facteur, comme qui est ici, bien, ma nouvelle constante, elle devient exposant ce facteur-là. C'est bon pour ça. Donc, on va faire quelques exercices pour illustrer à quoi ça peut ressembler. Donc, c'est des exercices que je vais vous mettre bientôt en atelier. Donc, on vous donne une réaction. 4HCl plus O2 donne 2Cl2 plus 2H2O. On vous donne une constante avec les unités qu'on ne tient pas compte. On veut savoir c'est quoi la valeur de la nouvelle équation qui est ici. Donc, il faut se demander c'est quoi le lien entre l'équation du haut et l'équation du bas. Donc, on voit qu'on a inversé. Donc, ce qui était des produits sont rendus des réactifs. Ce qui était des réactifs sont rendus des produits. Et on a fait fois une demi partout. Donc, vous voyez que j'étais à 2Cl2, je suis rendu à 1. 2H2O, je suis rendu à 1. 4HCl, je suis rendu à 2. 1O2, je suis rendu à une demi. Donc, j'ai inversé ma réaction. Et en plus, j'ai fait fois une demi. Donc, ma nouvelle constante, comme j'ai inversé, c'est 1 sur la première constante. Et comme j'ai... Oups, c'est pas la 2, c'est une demi. Donc, ici, là, il y a une petite erreur. C'est exposant une demi. Je pense que j'ai changé après, mais j'ai oublié sur cette diapo-là. De sorte que c'est 1 sur 889 exposant une demi. Si vous le pitonnez, ça vous donne 3,35 fois 10 à la moins 2.
Je vous rappelle que E, là, ça veut dire x10. Donc, 3,35 fois 10 à la moins 2. Donc, on voit que j'ai inversé l'équation et j'ai fait fois 1/2. Donc, c'est 1 sur ma première constante et je mets l'exposant 1/2. Comme ça ici. Deuxième exercice. Donc, on repart de la même équation. On vous dit qu'on veut savoir c'est quoi la concentration à l'équilibre de HCl, donc celui-ci. On vous donne les concentrations à l'équilibre de Cl2, de H2O et de O2. Donc, vous avez la concentration de lui à l'équilibre, de lui à l'équilibre et de lui à l'équilibre. On veut savoir le HCl, c'est combien. On se rappelle que notre constante d'équilibre, c'est toujours produit sur réactif. Donc, Cl2 à la 2, H2O à la 2, divisé par HCl à la 4, multiplié par O2 à la 1. Et les concentrations ici, c'est toujours les concentrations à l'équilibre. Donc, dans mon tableau IRE, c'est toujours la ligne E qu'on utilise pour faire la constante. On a déjà des données. On a celle du O2, on a celle du Cl2 et on a celle du H2O. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Donc, j'ai juste remplacé les concentrations par leur valeur. On isole la concentration de HCl. Donc, HCl est envoyé de l'autre côté, 889 est envoyé en bas. On fait la racine quatrième pour isoler. Et on se retrouve avec une concentration de HCl de 0,16. Donc, je vous invite, là, si vous n'êtes pas à l'aise, pesez sur pause. Assurez-vous d'être en mesure de pouvoir isoler votre HCl dans cette formule-là. Là. Ça pourrait être important. Donc, ça devrait vous donner 0,16. Exercice 3. Donc, on vous dit de vous servir des données de la question précédente. Donc, les concentrations à l'équilibre de O2 qui sont 0,05, Cl2 0,3, H2O 0,6. La concentration à l'équilibre du HCl qui est 0,16. Donc, on a le droit de se servir de toutes ces informations-là, de la constante qui vaut 889. Et on vous demande quelles étaient les concentrations initiales de HCl, O2 et Cl2. Donc, dans votre tableau, là, vous avez ligne I, ligne R, ligne E. On veut savoir c'est quoi la ligne I, sachant que la concentration initiale, le petit zéro là veut dire initiale, de H2O vaut 0,65. Donc, vous avez votre concentration initiale de H2O. On a des données précédentes, les concentrations à l'équilibre de O2, de Cl2 et de H2O et de HCl aussi qu'on a trouvé. Donc, on peut remplir le tableau IRE de la manière suivante. Donc, ça, c'est les informations qu'on a actuellement. Donc, on a la ligne I pour le H2O et on a la ligne E pour l'ensemble des composés. Et on veut savoir c'est quoi maintenant la ligne I pour l'ensemble des composés. Donc, on regarde, on en avait 0,65, on est rendu à 0,6 à l'équilibre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on en a perdu 0,05. Donc, ça veut dire que dans ce cas-ci, la réaction s'en va vers la gauche parce qu'on en perd de ce côté-ci. Ça veut dire que de l'autre côté, on va en gagner. Et on se rappelle que la ligne R doit nécessairement suivre les mêmes proportions que votre réaction. Donc, 4 pour 1 pour 2 pour 2. De sorte que si j'ai perdu 0,05, il faut que j'aie perdu la même quantité en Cl2 parce que c'est 2 pour 2. Donc, si j'en ai perdu 0,05 et à l'équilibre, j'en ai 0,3. Donc, ça veut dire qu'au départ, j'en avais 0,35. On traverse de l'autre côté de la flèche. Donc, si j'en ai perdu de ce côté-ci de la flèche, ça veut dire que j'en ai gagné de l'autre côté. Et on suit les mêmes proportions. Dans le cas du O2, c'est 1 O2 pour 2 H2O. Donc, si j'ai 0,05, je devrais en avoir gagné la moitié ici. Donc, 0,025. Comme j'en ai gagné 0,025 puis je suis rendu à 0,05, ça veut dire qu'au départ, j'en avais 0,025 pour que 0,025 plus 0,025 me donne 0,05. Même chose pour le HCl. De ce côté-ci, on devrait en avoir gagné dans ce cas, avec les énoncés qu'on a. Et le HCl, c'est 4 pour 2. Donc, j'ai 2 fois plus de HCl que de H2O. Donc, si j'en ai perdu 0,05, ça veut dire qu'ici, je vais en avoir gagné 0,10. Donc, si j'en ai gagné 0,10 puis il m'en reste à la fin 0,16, ça veut dire qu'au départ, j'en avais 0,06. Et vous avez donc les réponses à la question, les concentrations initiales de HCl, O2 et Cl2.
Donc, vous voyez à quoi ça peut ressembler un tableau IRE. Donc, je vous rappelle, là, super important, la ligne R doit suivre les mêmes proportions que votre réaction. Si d'un côté, vous en perdez, de l'autre côté, vous en gagnez. Puis comme c'est des réactions qui sont réversibles, ça se peut que ce soit les réactifs qui baissent, les produits qui augmentent, ou le contraire, les produits qui baissent, puis les réactifs qui augmentent. Donc, super important. Donc, on change de section. On est rendu à la section 4.4. La section 4.3 n'est pas au programme. C'est l'équilibre avec les pressions. Là. Vous pouvez la barrer. On ne la fera pas. Donc, équilibre hétérogène, ça veut dire quoi? Donc, équilibre hétérogène, c'est des équilibres dans lesquels vous avez différentes phases. Donc, des solides, des liquides, des gaz. On distingue dans ce cas-ci aqueux et liquide parce qu'ils n'ont pas le même impact sur votre constante, là. Donc, c'est dans une réaction dans laquelle vous avez plusieurs états physiques. Et ce qui est super, super important, c'est que pour la constante d'équilibre, on va tenir compte uniquement de ce qui est aqueux et de ce qui est gazeux. Tout ce qui est liquide pur, L, ou solide, S, on n'en tient pas compte du tout. Donc, on fait comme s'il n'existait pas. La raison est simple, c'est parce qu'il n'y a pas de concentration. Donc, un liquide pur, il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de soluté dans un solvant. Même chose pour un solide, il n'y a pas de soluté dans un solvant. Tandis que les gaz peuvent être dissous en solution et les aqueux, ben, par défaut, c'est des solutions. Donc, exemple, donc vous avez une réaction ici, 2HGO solide donne 2HG liquide plus O2 gazeux. On ne tient pas compte des solides, on ne tient pas compte des liquides purs. Donc, dans ce cas-ci, le seul composé qui va faire partie de ma constante, c'est le O2, de sorte que ma constante vaut O2 à la 1. Tous les autres, on n'en tient pas compte. Si jamais mon O2 avait été du côté des réactifs, on aurait mis 1 sur la concentration de O2. Ça va donc jamais tenir compte, jamais inclure les solides, jamais tenir compte des liquides, donc uniquement ce qui est gazeux et ce qui est aqueux. Donc, vous avez un exemple ici. C'est un exemple qui n'est pas facile, donc c'est pour ça que je le fais. J'ai toujours souvent des questions. Donc, si vous voyez que c'est difficile, là, partez pas en peur. C'est effectivement plus difficile que ce qu'on s'attendrait normalement à ce moment-ci de la session. Donc, on vous dit que vous avez un ballon de 2 litres. Il manque un S. On introduit 5 grammes de carbonate de calcium, donc le CaCO3, et on vous dit qu'il se décompose de la manière suivante. CaCO3 solide donne CaO solide plus CO2 gazeux. On vous donne une température, on vous donne la constante d'équilibre, étant donné qu'il y a 2 flèches, et on veut savoir c'est quoi la pression totale du système. Là, normalement, c'est là que vous partez en peur, dire c'est quoi ce problème de malade-là. Donc, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, c'est un peu un piège dans le sens où on vous donne plein d'informations alors que vous n'en avez pas besoin tant que ça. Donc, vous avez une réaction dans laquelle vous avez des solides et des gaz. Comme c'est un équilibre hétérogène, on se rappelle que les seuls qu'on considère, c'est les gaz et les aqueux, de sorte que ma constante, c'est égal uniquement à la concentration de CO2. Donc, je vais l'écrire ici. Ma constante, vous l'avez, donc c'est 3,0 fois 10 à la moins 3, de sorte que vous avez déjà directement la concentration de CO2 à l'équilibre, qui est 3,0 fois 10 à la moins 3. Ça va, donc on vient de sauver un paquet de choses, là. Le nombre de litres, le nombre de grammes, ça n'a aucun impact. Donc si je continue, on a notre concentration de CO2 qui est 3 fois 10 à la moins 3. Il faut maintenant être en mesure de changer une concentration en pression. Donc, c'est un problème de chimie secondaire 5. Donc, on se rappelle que PV est égal à nRT, donc la fameuse formule pour les gaz parfaits. On isole la pression dans cette formule-là. Donc, P est égal à nRT sur V. Et on se rappelle que N sur V, par définition, c'est la concentration. Et la concentration, on l'a déjà. Donc, on cherche la pression, on a la concentration. R, c'est une constante. T, c'est une température en Kelvin. On l'a ici en Celsius. Donc, on plug nos chiffres en mettant la température en Kelvin, comme c'est ici. Et on obtient ici la pression qui est de 25,25 kPa. Donc, ce n'est pas un problème qui est difficile, là, mais mettons qu'il fallait y penser. Ce n'est pas un problème qu'on demanderait spontanément là, dans un examen qui s'en vient.
Mais c'est quand même, ce problème sert quand même à illustrer que lorsque vous avez un équilibre hétérogène, ben, tout ce qui est solide, dans le fond, n'a aucun impact sur notre constante, là. On tient compte uniquement des gaz et des aqueux. Donc, ça termine cette première capsule du chapitre 4. Donc, normalement, ça devrait être en gros de la révision de ce que vous avez déjà fait au secondaire. Donc, prenez le temps de la comprendre comme il faut avant d'embarquer dans les autres sections, dans les autres chapitres. Donc, le chapitre 4, là, c'est vraiment une introduction à ce qui s'en vient. Chapitre 5, c'est vraiment acide, base et sel. Donc, on va parler beaucoup de pH, d'acide fort, d'acide faible, base forte, base faible. Et ça s'articule beaucoup autour des équilibres chimiques, donc des constantes d'équilibre, des tableaux IRE. Donc, assurez-vous de bien comprendre ces concepts-là avant de poursuivre. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me contacter, là, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, on se retrouve pour une prochaine capsule.